BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir. Je recevrai Michael Fribourg, qui est le patron de Chargeur, aujourd'hui devenu la compagnie Chargeur Invest. Il veut piquer un coup de gueule, il veut défendre l'industrie du textile, mais tout de suite en studio avec moi, Olivier Saleron, qui lui est président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir Olivier Saleron. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous avez le sourire, ça tombe bien. Ce matin, vous avez expliqué que les chiffres étaient plutôt bons dans le bâtiment, et c'est important, c'est au moment où il y a l'ouverture du MIPIM, le Salon international des professionnels de l'immobilier. Est-ce que le bâtiment est en train de retrouver quelques couleurs? Vous avez utilisé ce matin l'expression « l'horizon s'éclaircit ». Est-ce que c'est la sortie du tunnel ? Oui, c'est une éclaircie, la sortie du tunnel, pas encore, parce que vous le savez, le bâtiment, c'est toujours un temps long. À partir du moment où on se décide, où on a des permis de construire, eh bien, c'est 1 an, c'est quelquefois un petit peu plus. Donc voilà, mais il faut le dire quand l'horizon s'éclaircit, après des nuages très très noirs, eh bien, non seulement la conjoncture économique s'est réchauffée, mais en plus, des décisions, cette fois-ci appropriées, ont été prises pour le budget 2025. Et quand il y a des choses positives, eh bien nous, hommes et femmes du bâtiment, on le dit. Et c'est pour ça, pour entraîner avec nous, j'allais dire, non seulement le reste de l'économie, mais surtout nos entreprises qui souffrent encore beaucoup et qui ont beaucoup souffert. Oui, vous prévoyez une croissance, le retour de la croissance éventuellement qu'en 2026. Ce que je trouve moins intéressant, c'est qu'il y a eu 3 mesures importantes dans le budget 2025. Tout de suite, on voit l'impact. C'est là où on a envie de dire, mais attendez, pourquoi il n'y a pas une politique du logement plus efficace, plus immédiate, non ? Parce que là, il y a vraiment la causalité directe. Et on voit l'impact, oui. Sachant que la loi n'était pas votée. Donc, même s'il y a eu la censure et qu'on a perdu 2-3 mois, on le sait, malheureusement. Mais enfin, c'est important au niveau de l'économie du bâtiment. Mais en tout cas, nos clients, l'ensemble des investisseurs, et puis surtout les particuliers, et les plus modestes, se sont dit, c'est peut-être le bon moment d'acheter. C'est le bon moment d'acheter. Ça, c'est sur le PTZ, évidemment. On va avoir... Mais, évidemment, la décroissance des taux de prêt, évidemment, a donné une ouverture énorme. Ouais. On a perdu 1 point. On est aux environs de 3 et quelques aujourd'hui, 3,20. Eh bien, aujourd'hui, ça a permis à beaucoup de ménages d'être resolvabilisés. Et c'est pour ça qu'on parle d'une éclaircie. C'est pour ça que le bâtiment est encore dans le tunnel, malheureusement. Peut-être encore pendant 1 année, mais ce rebond, il est là, il y a de l'optimisme, mais surtout, il y a beaucoup d'espoir réaliste. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, si on regarde le logement neuf, la chute est encore forte, mais vous l'avez ramené de 14,2% à 5,4%, sachant qu'il y a un taux de production qui n'a jamais été aussi bas, quand même. Bien sûr, alors sur l'année, malheureusement, on a encore chuté. Ce qu'il faut voir, et nous on a les stats sur 3 mois, eh bien, alors oui, on part d'extrêmement bas, de la catastrophe quasiment absolue. Eh bien, on a quand même vendu 30% de plus de logements ces 3 derniers mois. Donc on voit que cette amorce, même avant ces mesures sur le prêt au zéro ou autres, eh bien commence psychologiquement à faire leur chemin avec, bien sûr, un taux de crédit qui est bas. Et je le dis, il faut enclencher tout ça et il faut continuer, surtout, aller plus loin, conforter ce que l'on a. Parce que, attention, les décrets ont été proposés. Maintenant, le prêt à taux zéro, c'est à partir de début avril. Il faut que les banques s'y mettent. Et puis derrière, eh bien, il va falloir entraîner les maires, toutes les communes pour les permis de construire. Sachant qu'il y a des élections dans un an. Donc, un an des élections, eh bien, moi je le dis, maire bâtisseur, maire Battus, ça ne se dit plus. En tout cas, je l'espère. Je suis un peu provocateur parce qu'aujourd'hui, les concitoyens, les habitants des communes, qu'elles soient rurales ou pas, tout le monde demande un logement, donnez-nous un logement. Oui, et puis on va rappeler que vous êtes du Périgord, vous êtes du Couxé-Bigarroc, donc c'est important, ça, Bien sûr, très belle commune, oui. Évidemment. Si on regarde là encore le logement neuf, qu'est-ce qui repart le plus ? Qu'est-ce qui est encore très pénalisé ? La maison individuelle ? Toujours et encore ? C'est la maison individuelle encore, parce que le collectif aussi était tellement tombé bas que lui a recommencé un petit peu l'année dernière, allait un petit peu mieux, mais la maison individuelle était au ras des pâquerettes, moins 50, moins 70%. Ouais. On le voit, les chiffres sont catastrophiques. Ça y est, enfin. Puis il faut le dire, ces 2 gouvernements successifs, avec la même ministre du Logement, ont fait beaucoup de bien, des gens pratiques, pragmatiques, qui se sont aperçus, mais ce n'était pas que seulement des paroles. L'urgence logement, là, ce n'est plus que des paroles. Non, c'est plus des paroles, c'est des actes. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, avec des missions qui sont confiées à certains qui vont aussi pouvoir travailler sur l'après,
le statut du bailleur privé, Ouais, par exemple. on va y revenir juste, on Mais va tout rester ça, un peu c'est dans le positif. constat que vous avez dressé ce matin. Vous sentez cette poussée. Ben moi, je suis, vous le savez, hein, j'essaie d'être positif, parce que si moi, je ne suis pas positif, si je ne suis pas optimiste, pardon, eh bien, évidemment, mes 52 000 entreprises et l'ensemble du bâtiment va pleurer sur ses godasses. Je ne suis pas là pour ça. Quand ça allait mal, on gueulait fort. Aujourd'hui, il y a du mieux, on va s'engouffrer là-dedans. Encore un chiffre avant de passer à l'aspect, effectivement, taux de faillite reste quand même très très élevé, surtout dans les petites entreprises, évidemment avec un impact social important. Juste, c'est plus de 30% en glissement annuel sur les maisons individuelles dans les 3 derniers mois. Comment vous expliquez ça? Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, Juste ça, d'accord. l'effet psychologique, bien sûr, la baisse des taux. Oui. Bien sûr, la baisse des taux est importante. Et puis, c'est vrai que le prêt à taux zéro a été annoncé un peu partout, par nous-mêmes, dans la presse. Malheureusement, il a été censuré début décembre dernier, on a perdu donc. Mais dans la tête des personnes, voilà. Et c'est ce que je dis à tous mes collègues de l'Alliance pour le logement, les notaires, les économistes, et surtout beaucoup les promoteurs, mais aussi tout le monde. Allez-y maintenant, envoyez vos commerciaux. Il faut aller vendre de la maison, il faut aller vendre du logement, parce que aujourd'hui, 72% des Français, s'ils le peuvent, veulent investir dans la pierre. Ouais. Sur l'immobilier de bureau, est-ce que là, c'est quoi le constat? Catastrophique, voilà. Hein, oui. Bon, les habitudes sociétales des Français, des travailleurs, hein, des salariés, il y a beaucoup de bureaux vides. Et puis le télétravail, voilà, donc, il y a beaucoup de bureaux vides. Même dans la première couronne des grandes métropoles, hein, dont Paris, on voit une espèce de recentrage pour des bureaux un peu plus modestes dans les centres-villes. Bon, allez, dans le pays, en province, c'est moins marqué en fait. Mais en tout cas, c'est sûr, voilà, il va falloir faire un gros travail. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'études, il faut qu'on les ressorte, il faut qu'on les retravaille. Transformation de bureaux en logement. Certes, c'est pas le bon quartier. Certes, il manque peut-être des aménagements. Surtout, c'est qu'il y a des normes tellement compliquées. La fiscalité, les normes, tout est... Très cher. Enfin, c'est très, très cher, non? Enfin... Oui, mais moi, vous savez, je pense à beaucoup de choses les unes. C'est ça qui va refaire tourner l'industrie du logement et donc du bâtiment. C'est plusieurs mesures. À la Fédération du bâtiment, on n'est plus contre ceci, contre cela. Il faut tout. Et on va parler du foncier, on va parler de la préfabrication, on va parler de tout ça. Il faut de tout. Alors là, il y a eu 3 mesures dans le budget 2025 qui visiblement ont eu un impact direct. Qu'est-ce que vous attendez du budget 2026? Parce qu'il est en préparation. Il y a des discussions, vous l'avez dit, sur le statut de bailleur privé. Moi, j'entends ce mot-là depuis je ne sais pas combien de temps. Vous avez le sentiment que c'est en train de déboucher sur quelque chose, d'un aboutissement dans le budget 2026? PLF 2026, déjà, quand je vois que bien, le prêt à taux zéro, c'est jusqu'à fin 2027, on a pratiquement 3 ans, hein. Ouais. C'est un plan minimum. Mais écoutez, pour une fois qu'on a un peu de visibilité, voilà. Sur la donation, c'est sur 2 ans. Voilà, la donation sur les... 300 000 €, vous pouvez le rappeler. Qui peuvent se cumuler jusqu'à 300 000 € par ménage, etc., pour les enfants et petits-enfants. On en a pour 2 ans. Tant mieux. Il faut des plans longs parce que, on le sait, le bâtiment est comme ça. Et derrière, il faut absolument réagir. Et j'ai écouté Valérie Létard tout à l'heure aussi. Et tant mieux, il faut absolument réagir pour que les Français qui veulent investir dans la pierre pour le louer à d'autres de leurs concitoyens puissent le faire avec un statut particulier qu'on l'appelle comme on le veut. C'est pas un souci. Mais en revanche, 75% de nos concitoyens sont locataires d'une personne privée. Donc aujourd'hui... Pourquoi ça coince? Le coût fiscal, ça serait quoi pour l'État? Pourquoi ça coince? Vous savez, même moi, quand je vois le coût fiscal, on le donne sur 10 ans, ça en rapporte entre 5 et 6 fois plus. Mais vous savez, Bercy ne parle bien sûr que de la dépense, que de la dette maastrichtienne. Moi, quand je vois que la dépense est à 2,4 milliards d'euros, par exemple, encore il y a 2 ans, sur le Pinel, et que ça en rapportait 5, 6, 7 fois plus, oui, moi je vois la recette aussi. Et aujourd'hui, on n'a pas le même logiciel, vous savez, aujourd'hui à Bercy. C'est clair. Oui. MaPrimeRénov', elle a le maintien de l'enveloppe, un peu modifié, maintien de l'enveloppe. En même temps, c'est là où justement tout ce qui est l'entretien, amélioration de l'habitat, c'est là où le bas blesse, hein, dans le tableau que vous avez dressé ce matin. Alors sur MaPrimeRénov', c'est pareil, comme sur le reste dont on vient de parler. Surtout 2026, il faut d'abord la stabilité sur ce que l'on a obtenu. Oui. C'est déjà une première chose, parce que je viens souvent ici. On dit, vous savez, on ne sait jamais. Hein. Avec ce qui se passe au niveau géopolitique aujourd'hui, moi, le budget militaire, ça fait un petit peu peur pour les autres. Mais attention, il va falloir loger et continuer à loger les Français et le mieux possible, alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment catastrophique. Donc, maintenir ce que l'on a et maintenir ce que l'on a sur MaPrimeRénov'. Malheureusement, on a été épluché de 700 millions d'euros.
Mais ce qui avait été consommé l'an dernier au niveau de la rénovation énergétique et MaPrimeRénov' nous semblait convenable avec 2,3 milliards d'euros cette année pour 2025. Mais s'il faut atteindre l'objectif décarbonation en 2050, eh bien, ça ne suffira pas. D'ailleurs, on avait 3 milliards, on en a perdu 700 millions, c'est ce que je viens de dire. Mais on voulait nous alléger encore de 700 millions pour le donner à quelqu'un d'autre. Non, si on veut atteindre cet objectif, et de toute manière, si on veut faire gagner du pouvoir d'achat à nos concitoyens et ils le mettent en premier, eh bien, c'est de décarboner, donc de rénover énergétiquement aussi, bien sûr, leur logement. Qui ont été les entreprises les plus touchées? Parce que quand vous êtes Fédération française du bâtiment, vous avez des gros, puis vous avez évidemment énormément d'auto-entrepreneurs. D'artisans, d'auto-entrepreneurs, pas trop. C'est un petit peu le sujet aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, puisque évidemment, on a fait baisser le plafond à 25 000 euros. J'ai une question là-dessus, vous inquiétez pas. Il y a de gros débats là-dessus. Mais oui, on l'a vu, vous l'avez dit, il y a les défaillances d'entreprises, 14 000 défaillances l'an dernier. C'est énorme encore. 10 000 sur des entreprises de moins de 10 salariés. Voilà. Mais quand ça commence à toucher, et on a une augmentation sur les entreprises de plus de 50 salariés, de pratiquement 60%. Et là, ça fait mal. Ça fait mal évidemment en termes d'emploi, parce que quand une entreprise de 50, 100, 200, 500 employés, mais ne serait-ce mais vous avez que genou à terre, combien de défaillances d'ETI dans le bâtiment? ETI pour l'instant, pas beaucoup, parce que vous n'en avez pas beaucoup, forcément. Mais ça souffre beaucoup, ça a dégraissé. Évidemment, ça a dégraissé. Parce que... Vous prévoyez, alors la dernière fois, vous avez dit, vous me direz, c'est aussi dans votre rôle de président de fédération, vous aviez tiré la sonnette d'alarme, on avait tous repris le chiffre, 150 000 emplois menacés. Bon, finalement, c'est déjà beaucoup, 50 000 menacés. Donc vous aviez un peu parce qu'à l'époque, trop alerté. Non, parce qu'à l'époque, il y a eu la censure et qu'on était devant un grand vide. On ne savait pas ce qu'il allait se passer en 2025. Donc, les calculs étaient clairs et nets. Aujourd'hui, oui, et c'est ce que l'on fait aussi à la Fédération du bâtiment, c'est qu'on essaie de suivre au jour le jour, quasiment. Voilà. Oui, malheureusement, il y aura encore 50 000 équivalents temps plein de moins. J'espère que ça sera plus bas, en tout cas en 2025, parce que le bâtiment est un temps long, parce qu'il y aura encore des défaillances. Malheureusement, c'est ça. Une question, comment faire que ça coûte moins cher, les artisans dans le bâtiment ? Les artisans, je crois que c'est quand même extrêmement cher quand on veut refaire faire quelque chose dans sa maison. Alors malheureusement, il y a un coût de la construction qui a augmenté de 25% depuis 2020, depuis le Covid. Bon, quand on a vu, et je suis venu ici aussi plusieurs fois, sur la hausse des matériaux quasiment exponentielle, sur la hausse de tout ce qui était énergie. Et puis bon, il faut payer son personnel. Et je crois que le bâtiment, maintenant, n'est plus considéré comme un secteur qui paie mal ses salariés. D'ailleurs, la preuve, on doit être au niveau 7, 8e ou 9e rang. Tant mieux. Ça veut dire qu'aussi le bâtiment, c'est l'intégration et du social. 20 secondes sur le seuil de TVA, donc qui est abaissé pour les auto-entrepreneurs, 25 000 euros. Oui. Un impact bien sûr, nous on l'a demandé pour le bâtiment. C'est nous qui l'avons demandé pour le bâtiment. Pour les autres secteurs... Mais vous avez entendu l'impact que ça pour... Mais pour les autres secteurs, coup de gueule absolument gigantesque des autres auto-entrepreneurs qui disent mais c'est ahurissant. Oui, alors ce que je veux vous dire, c'est que ce projet de loi, il est quand même prêt depuis 3 mois. Il est passé sous la censure en décembre. Il est passé au Sénat en janvier. Il est passé certes en 49.3 à l'Assemblée nationale. Et personne ne s'en est rendu compte, sauf le lendemain. Nous l'avons porté pour les, vous êtes content, les artisans du bâtiment qui ont une fiscalité classique. Et nous voulons aller là-dessus. On va maintenir notre proposition seulement pour le bâtiment. C'est ce qui nous intéresse. Seulement pour le bâtiment. Merci d'être venu ici. Espérons que ça sera encore mieux la prochaine fois, Olivier Saleron. Président de la Fédération française du bâtiment. Dans un instant, on change de registre, mais là, pour le coup, c'est un coup de gueule. C'est quelqu'un qui proteste contre notamment tout ce qui pèse sur l'industrie du textile. Vous savez, aujourd'hui, sur BFM Business, c'est Global Industry. On parle de l'industrie. Lui, il parle du textile.